Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce superbe panel autour du Web3. Le Web3 est une industrie innovante, une des industries les plus innovantes et prometteuses de cette décennie. En revanche, cela reste un écosystème très jeune et où il y a énormément de complexité à faire valoir à faire comprendre auprès du grand public. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons un panel exceptionnel avec 3 entreprises françaises qui sont chacune leaders dans leur domaine. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais les laisser se présenter un par un. Bonjour à tous. C'est bon là? J'ai l'impression que les micros. Ah, si, c'est Là, je pense que c'est bon. Non, toujours pas. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Moi, je suis Alexandre Wicher. Je suis le CTO de CoinHouse. Très rapidement, CoinHouse, on est la première crypto-banque européenne. Donc, du coup, on est un broker. On permet aux clients, aussi bien retail que entreprises, d'acheter et de vendre de la crypto. Et on garde bien sûr la crypto pour eux. D'ailleurs, on utilise les solutions de Ledger qu'Alexandre va nous présenter. Mais on propose aussi, depuis quelques mois, des solutions permettant aux entreprises de rentrer dans le Web3, aussi bien pour processer du paiement crypto que pour participer à l'aventure des NFT. Je pense qu'on va effleurer ce sujet-là. Moi, c'est Ambre Soubiran. Je suis la CEO d'une autre startup française qui s'appelle Kaiko. Et Kaiko, on est dans le marché de la data. Donc, en fait, on vend de l'accès à de la donnée financière sur l'activité de trading des cryptoactifs partout dans le monde. Et on adresse des institutions financières, on bosse avec des banques, des hedge funds, des asset managers, des régulateurs et des grandes entreprises du monde de la crypto, typiquement des exchanges, des custodians et d'autres grandes sociétés de l'industrie. Bonjour à tous. Alexandre Lemarchand, Société Ledger. Donc moi, je suis VP des comptes stratégiques et partenaires. Ledger, c'est un acteur français, donc on n'est plus start-up, on est maintenant une licorne. Et aujourd'hui, notre rôle, c'est de fournir de la technologie pour les individus et les organisations pour les aider à sécuriser leurs biens digitaux, qu'ils soient NFT ou crypto-monnaies, et on pourra en parler plus longuement. Voilà. Merci. Pour commencer et afin de planter le décor, nous allons essayer d'abord de répondre à une question très générale mais non moins primordiale. Qu'est-ce que le Web3 ? Aujourd'hui, si vous demandez à 50 experts leur avis sur le Web3, vous aurez sûrement une centaine de réponses différentes. C'est pour ça que si pouvez-vous nous donner un peu votre définition à vous du Web3, les enjeux, grandes lignes et perspectives. C'est vrai que c'est une question assez large. Très rapidement, je pense que l'informatique a complètement bouleversé les systèmes de communication et d'information entre les individus et les entreprises. Les réseaux sociaux ont bouleversé considérablement les échanges entre les individus. Et finalement, la blockchain et le Web3 plus généralement va bouleverser à la fois la finance, et c'est le premier axe qui a été bouleversé, mais aussi notre manière d'aborder la propriété. Et qui est vraiment le plus important, c'est comment je fais pour avoir un bien et pour être sûr d'avoir le bien dans ma poche ou ailleurs, mais sur lequel j'ai vraiment toute la possession. Et donc, du coup, tous les usages. Je suis complètement d'accord. Je vais peut-être rephraser à ma manière. C'est en fait le Web 3, pour moi, c'est un web dans lequel on a ce qu'on appelle le Internet of Value, c'est-à-dire que c'est un web dans lequel on peut créer de la valeur, envoyer de la valeur, transmettre de la valeur, sans tiers de confiance. Ce qu'a permis en fait la blockchain au moment de la création de Bitcoin, c'est de dire on a maintenant une sorte d'unité de compte qui est native à Internet, qui permet à des internautes, à partir du moment où ils sont connectés, de s'échanger de la valeur sans qu'il y ait un tiers de confiance qui vienne débiter un compte et créditer un autre. Et donc c'est d'utiliser le concept de réseau d'Internet pour créer de la valeur, créer de la rareté. Et donc, en créant de la rareté, on crée de la valeur. Voilà. Bien, bah forcément, je suis d'accord aussi avec mes collègues, mais on est là pour éduquer et puis surtout partager notre avis. Web3, la manière dont je le présente, c'est que déjà, je vais être un peu disruptif. Là, j'aime pas trop la terminologie Web3. J'ai envie de dire qu'on est en train de vivre une évolution du web. Et la prochaine génération du web, ça sera read, write et ownership. Et ça, c'est super important puisqu'on sort ce qu'on appelle le Web 2, donc le web qu'on connaît tous aujourd'hui. On est plutôt dans le read, write et centralisation. On voit bien tous ces enjeux de données. Et avec le Web 3, donc cette notion de décentralisation, et donc on appelle aussi permissionless. Et donc, on rentre dans un monde de Wallet Connect. Et donc, c'est pour ça que nous, on joue un rôle important chez Ledger. C'est que chaque individu, chaque organisation va avoir besoin de contrôler une identité, une clé. C'est ce qu'on appelle la clé privée. On vous redonne le pouvoir. Et donc, cette notion de décentralisation est importante. Donc, c'est simplement une évolution et une forte innovation de web, et les enjeux sont majeurs, et je pense qu'il y aura des bridges qui sont en train de se construire, mais c'est pas complètement disruptif, on est simplement dans la continuité de ce qu'on vit aujourd'hui, et on est ravis de pouvoir vous partager pourquoi nous on est déjà en avance de phase sur ce sujet-là.
Merci. Passons de la théorie à la pratique. 2022 a sûrement été une des pires années dans le monde de la Web3, blockchain, crypto. Alors ça dépend de quand on a commencé, mais avec des grands acteurs type FTX et Celsius qui ont disparu presque du jour au lendemain, emportant avec eux des millions, des fonds de millions d'utilisateurs. Cependant, nous avons vu une énorme traction de la part de grosses entreprises, Web 1 ou Web 2. Quels sont, vous, de votre côté, les grands use cases et cas pratiques que vous avez vus d'un point de vue institutionnel qui investissent et qui s'investissent dans la Web 3? Avant de répondre à cette question, je vais faire quand même une petite correction. Le crash d'FTX, en fait, c'est juste la résultante d'un comportement qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années dans la finance traditionnelle. Et on a encore l'exemple, il y a 15 jours avec la Silicon Valley Bank, on est exactement pareil. Dans la blockchain pure, lorsqu'on est complètement natif dans la blockchain, on n'a pas ces sujets-là, en fait. C'est là justement de ce que disait Alexandre, où le côté ownership est super important. Et pour répondre à ta question sur les différents usages qu'on commence vraiment à voir au niveau du Web3, il y a évidemment le premier, c'est la spéculation sur le cryptoactif, parce que voilà, on peut acheter des tokens de la même manière qu'on peut acheter des actions ou on peut acheter des parts d'une startup. Bah, finalement, quand un nouveau projet crypto sort, finalement, on va acheter des tokens et c'est un peu la même chose. Donc, on va parier à un gain, à une victoire potentielle ou une supraactivité qui permettra d'avoir du profit. Le deuxième usage, on l'a vu beaucoup, c'est au travers des NFT. Et les NFT, ce ne sont pas que des singes, encore une fois. C'est aussi une manière de faire de la contractualisation différente. Je vous donne un exemple super simple. Il existe maintenant une capacité de pouvoir acheter un immeuble ou un appartement en mode cross-funding. Donc du coup, de pouvoir acheter des tokens en NFT et de pouvoir, après, une fois qu'on est propriétaire de ces 10 NFT, de ces 10 tokens, de pouvoir toucher les loyers tous les mois parce qu'ils vont directement être orchestrés et organisés à travers la blockchain. Ça, c'est un deuxième usage. Et le troisième, sur lequel nous, on le voit vraiment chez Coinos depuis quelques mois, c'est le paiement. Le paiement, on utilise maintenant la crypto pour faire d'abord des paiements internationaux. Ça coûte quand même beaucoup moins cher d'envoyer 10 millions de dollars aux États-Unis et ça prend 10 minutes, alors que dans la finance traditionnelle, ça met 3 jours. Il faut attendre que le banquier se réveille. Et si on a le malheur de faire l'opération le samedi, autant vous dire que c'est mort. Et puis en plus, on peut avoir des retours. Donc la blockchain, on a une capacité d'avoir une validation immédiate et un coût de transaction qui est vraiment moindre. Et puis maintenant, il commence à y avoir des paiements assez simples. On commence à mettre en place des solutions de paiement chez les commerçants pour que les gens payent avec leur crypto-monnaie. Je vais rajouter peut-être un petit commentaire sur les clients plus institutionnels, les banques typiquement, pourquoi elles regardent la blockchain. En fait, la blockchain, la première, on parlait du Web3 tout à l'heure, pour moi la première itération de ça, c'était Bitcoin, c'était on crée de la valeur, on crée de la rareté, on permet aux gens de s'envoyer de la valeur à travers Internet. Et la deuxième innovation, évidemment, c'est Ethereum, avec le fait de pouvoir exécuter des contrats sur la même base de raisonnement, qui est de dire on utilise un réseau qui va en fait mettre à jour l'état du monde, dans un état du monde où cette transaction a été processée, où ce contrat a été exécuté. Donc pour moi, pour simplifier, la blockchain, c'est une technologie qui permet de réinventer la manière dont on exécute des contrats sans avoir un tiers de confiance. Et donc ça a des opportunités assez incroyables dans toutes les industries où on exécute des contrats. Et je pense à la finance en particulier, puisque c'est une industrie qui aujourd'hui n'a pas vraiment été révolutionnée depuis des dizaines d'années, et je dis des dizaines, peut-être plusieurs dizaines d'années. Il y a eu un passage dans les années 90 au trading électronique. On a arrêté de s'envoyer des papiers et de s'appeler au téléphone. On a dû numériser, entre guillemets, la finance pour pouvoir utiliser le trading électronique comme manière de fonctionner, ce qui a fait que tout était plus vite, plus transparent, plus sûr. Aujourd'hui, on a une deuxième vague d'innovation financière qui va passer par la tokenisation d'actifs. De la même manière qu'on a numérisé les actifs avant, on va les tokeniser maintenant. Et une fois que les actifs sont tokenisés, ça permet d'utiliser la blockchain pour exécuter des contrats. Donc en fait, moi je crois beaucoup dans la tokenisation d'actifs. Les NFT qui ont parfois un peu mauvaise presse parce qu'effectivement tout le monde les associe à des singes que les gens se revendent pour $1 million. La vérité, c'est que NFT, ça veut dire non-fungible token, c'est-à-dire des tokens non fongibles. C'est important pour représenter en blockchain n'importe quel actif qui a besoin d'être caractérisé par son unicité. Alexandre parlait d'immobilier. Si on veut tokeniser un immeuble qui a 30 étages, les rez-de-chaussée avec vue sur le parking, il n'a pas le même prix et il n'a pas les mêmes propriétés que le 30e étage avec la vue panoramique. Donc en fait, quand on veut tokeniser des actifs réels, qui sont des actifs qui ont une réelle caractérisation dans le monde, on a besoin d'utiliser cet instrument qu'on appelle les NFT. Donc en fait,
c'est un instrument très important dans la tokenisation d'actifs. Une fois qu'on a donné une représentation en blockchain à ces actifs et qu'on peut les protéger et tout ça, mais je laisserai Alexandre parler de ça, ensuite, on peut créer des contrats par-dessus. Donc, en fait, on peut bénéficier de l'exécution de contrats de façon transparente, sécurisée, des intermédiaires pas chers, instantanés, tout ce qu'on vient de dire, sur des contrats qui ont des vraies applications industrielles. Donc, moi, je suis plutôt spécialisée dans la partie finance, mais ça a des applications dans le shipping, dans le commerce international, dans l'immobilier, dans tout un tas d'industries. Et je pense que ça, c'est un peu le début, mais maintenant, on commence à voir. Il n'y a pas une institution financière dans le monde qui n'a pas une équipe digital asset qui regarde c'est quoi la tokenisation, c'est quoi la blockchain, comment ça marche. Donc pour relayer ce que vient de dire Hans, ce qui est important, c'est que vous avez plus de 95% des Fortune 500 dans le monde qui ont un projet autour de la blockchain. Quand vous avez compris que la blockchain n'est pas égale Bitcoin crypto, ça c'est important. Depuis 5 ans que je suis dans l'écosystème, forcément, tout est né avec Bitcoin, 2008, la crise financière. Une vision que je trouve personnellement assez utopique, de dire on se débarrasse des banques, on le voit bien 5 ans après, c'est plus compliqué que cela peut le paraître. Mais derrière ça se cachait une technologie qu'on vient de vous expliquer en amont, décentralisation, permissionless, avec ownership. Donc les scénarios sont multiples aujourd'hui. On a plusieurs scénarios dans toutes les industries. Dans la finance, on en a parlé, je pense qu'il y a une réelle volonté de réduire les coûts avec une désintermédiatisation et donc réduction des coûts, c'est ce qu'on appelle la tokenisation. On s'aperçoit que la technique permet d'aller plus vite et pour moins cher. Mais dans toutes les industries, on peut parler du luxe, on peut parler du gaming, on peut parler du e-commerce. On voit bien qu'on va pouvoir réinventer des nouveaux modes marketing. Aujourd'hui, il y a quelques semaines, Salesforce a annoncé une nouvelle offre autour des NFT, un nouveau mode de relation avec les NFT, avec le marketing. On peut également parler d'une révolution du e-commerce. À partir du moment où vous êtes honneur de votre identité bancaire, de votre information, vous pouvez imaginer le Prime Amazon, mais à l'envers, c'est-à-dire que seulement au moment de l'achat, vous partagez vos informations pour signer, faire votre transaction. Bref, tout le monde, aujourd'hui, réfléchit à comment cette innovation, ce stack technologique, va pouvoir apporter de la valeur ajoutée à leur business. Attention, on n'est pas là pour remplacer A par B, c'est important de définir les nouveaux scénarios métiers, et c'est là où rentre l'innovation. Pour vous rassurer, si vous mettez en comparaison, nous on aime bien comparer avec le nombre d'Internet users et le nombre de crypto users, on est complètement en corrélation. Si on regarde les courbes, on est exactement dans le même type d'évolution. Ceux qui avaient l'âge et qui se souviennent, fin des années 90, début 2000, je pense même que des gens mentionnaient qu'Amazon allait disparaître. Si vous vous souvenez ce que c'était que les paiements sur Internet, il y avait un nombre de hacks énorme. Donc l'enjeu que nous avons tous, en effet, c'est de expliquer à tout le monde ce que c'est que la technologie et d'accompagner l'ensemble des organisations qui sont en train de réfléchir à comment penser différemment et surtout apporter de la valeur à leurs clients. Vous avez tous les trois mentionné... Ambre, tu voulais rajouter quelque chose? Je vais juste dire un truc, je pense pas qu'on va enlever les banques. Je pense que les banques doivent complètement réinventer la manière dont elles fonctionnent. Je pense qu'on aura toujours besoin d'avoir un tiers de confiance qui crée des contrats, qui écrit des contrats, qui est responsable de ces contrats. En revanche, ce qu'il faut des intermédiaires, pour ceux qui connaissent un peu la finance, c'est ce qu'on appelle le middle office et le back office, qui est toute la chaîne, en fait, avec aujourd'hui assez peu de valeur ajoutée humaine, qui gère l'opérationnel d'exécution des contrats. Pour moi, la blockchain, elle représente des efficiences opérationnelles et des opportunités d'améliorer d'un point de vue exécution tout ce qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas besoin des avocats, qu'on n'aura pas besoin des notaires, qu'on n'aura pas besoin des banques. En revanche, c'est l'exécution qui va être transformée. Vu que tu parles, Ambre, de tout ce qui est intermédiaire dans le monde financier et bancaire, peut-être qu'Alexandre Conas, tu veux rajouter quelque chose, votre place par rapport à ce... Comme je l'ai expliqué en introduction, on est la première crypto-banque, on est vraiment... et finalement, on se complète beaucoup avec Alexandre. Et en plus, pour la petite histoire, on a quand même la même paternité, sachant que la maison du Bitcoin, ça a donné la naissance d'un côté de Ledger, d'un côté de CoinHouse. Et finalement, on a Ledger qui va sécuriser à froid les cryptos pour éviter d'être interconnecté avec le réseau et donc du coup, éventuellement de se faire hacker. Et nous, vraiment, on est le bridge. En fait, on est vraiment le bridge entre j'ai de la crypto, mais en même temps, il y a le monde traditionnel qui vit à côté. Et comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Donc, j'ai de l'euro, comment je fais pour avoir du Bitcoin? J'ai du Bitcoin, comment je fais pour avoir de l'euro? Donc là, on se positionne vraiment dans cette partie-là, avec tout ce que ça comporte. Parce que du coup, comme tu disais, Ambre, en tant que banque, on a aussi un devoir d'apporter de la confiance aux utilisateurs, d'apporter de la confiance aussi aux régulateurs, ce qui manque un peu encore, je pense, dans l'écosystème crypto. Et nous, en l'occurrence, chez CoinHouse, on est les premiers acteurs, certifiés et régulés. On est les prestataires de services pour actifs numériques. On prépare dès à présent le nouveau niveau de l'AMF qui permettra justement de réguler encore mieux les choses. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et le secteur a vraiment besoin de ça. On l'a vu encore, les épisodes qu'il y a eu
La fin de l'année dernière ont été un peu catastrophiques pour l'écosystème. Donc on a besoin de structurer beaucoup plus les choses. Très bien. Vous avez tous les trois parlé de tokenisation d'actifs et de contrats. Juste une donnée pour tout le monde ici. Northern Trust et HSBC ont sorti un rapport le mois dernier avec une estimation que jusqu'à 10% de l'ensemble des actifs existants seraient tokenisés d'ici 5 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le marché de la crypto est à 1 trilliard. Si on a 10% des actifs tokenisés, on parle de marché entre 20 et 30 milliards. Donc en effet, c'est vraiment un secteur à regarder. Et après avoir discuté justement des cas pratiques et use cases dans le monde institutionnel, il reste malgré tout des barrières à franchir. Quels sont selon vous les challenges que notre industrie doit franchir et vraiment pousser pour améliorer et accélérer l'adoption de masse dans la Web3? Le premier, c'est l'expérience. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle, je pense qu'il doit quand même y en avoir des gens qui ont de la crypto. On va faire le test. Levez la main si vous avez de la crypto. Donc si je parle de MetaMask, je pense que beaucoup de gens vont connaître. Et donc du coup, si je parle de MetaMask, forcément, vous allez me dire attention l'expérience. C'est très compliqué de rentrer. Moi, typiquement, j'ose même pas demander à ma belle-mère de rentrer dans l'écosystème, c'est juste pas possible. Pour plein de raisons, parce que déjà, les outils qu'on met à disposition, et on fait beaucoup d'efforts, et tous à notre niveau, on fait beaucoup d'efforts pour avoir une expérience beaucoup plus simple. Néanmoins, il y a toujours un truc qui est quand même pour moi, et on n'a pas encore craqué le truc, hein, c'est tout à l'heure, Alexandre parlait de la clé. Ledger, moi j'adore Ledger. CoinHouse utilise des solutions de Ledger pour sécuriser les cryptoactifs de CoinHouse. Néanmoins, quand on achète une Ledger Nano ou une Ledger, voilà, il y a un moment donné, on achète le plus bel objet du monde, hyper technique, mais il y a un moment donné, on se retrouve à écrire notre clé privée sur un bout de papier. On est en 2023. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on aille un peu au-delà de ça. Donc, je pense que la première difficulté, c'est vraiment le côté, usage. Et j'ai envie de dire que quand les 2-3 grands acteurs qu'on connaît, qui sont Apple, Google et autres, vont rentrer dans la place véritablement, je pense que le game va vraiment changer. Donc, je pense que l'adoption, c'est clé. Alors, je ne vais pas mentionner le nom. Ce matin, j'étais avec un très gros acteur financier. J'avais encore la question, mais vous avez entendu parler de cette histoire de ce monsieur qui a perdu ses 24 mots. Il a perdu l'accès à 150 millions de dollars. Bon, celle-là, si je ne l'ai pas entendue 1000 fois. Et puis, la deuxième histoire qui revient souvent, c'est de l'argent sale. Je pense qu'il y a beaucoup moins d'argent sale en crypto qu'en dollars ou en euros, soyons clairs. Donc je pense que tout ça, c'est juste la résultante d'un manque d'éducation. L'adoption va venir par un gros investissement d'éducation. Donc on travaille, nous, avec des acteurs comme AWS ou d'autres gros acteurs, parce que je pense que seul, on ne va pas y arriver, on regarde notre taille. Mais l'éducation, ça va être majeur. Et en effet, pour rejoindre ce que disait Alexandre, c'est l'expérience utilisateur. La mass adoption viendra par le retail, viendra par chacun des individus dans cette salle. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Et pour faire cela, il va falloir continuer à travailler sur la notion d'abstraction. Abstraction de quoi? Abstraction de la complexité. Et arriver dans un monde Web3 où on ne parlera plus d'Ethereum, on ne parlera plus de Bitcoin, on ne parlera plus de blockchain, mais vous aurez la même expérience, légèrement améliorée, j'espère, voire fortement améliorée, quelques clics, où toutes les transactions se feront de manière cachée et l'utilisateur lambda aura juste une meilleure expérience sur le e-commerce, une meilleure expérience dans sa relation avec sa marque, avec plus de services offerts au niveau marketing et également une meilleure expérience avec sa banque, puisque demain, tout ça, ça offre de nouveaux scénarios dans la banque du détail et également dans la partie capital market. Donc, l'expérience client, c'est là où Ledger investit massivement. Donc, en effet, nous, on est parti sur une sécurisation très bas niveau hardware, et ça, on est très fiers d'être français. Vous savez que la France n'a pas perdu toutes les batailles. Je pense qu'on peut être très fiers en France de notre investissement sur la partie hardware, avec des sociétés comme Thales, ST Microelectronics, qui sont deux partenaires hardware sur notre technologie. Mais ce produit, c'est vraiment quand vous avez beaucoup de valeur. Et entre deux, il va y avoir énormément de transformations. 5,7 milliards d'utilisateurs Internet. On va petit à petit bouger vers 5,7 milliards de wallet users. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'Internet user, il y aura des wallet users. Et ça, c'est la transition que l'on mène. Et pour cela, il faut que l'expérience soit ultime. Donc nous, sur le retail, on continue à investir massivement sur la partie UI avec des experts pour que l'expérience soit super cool, avec cette notion de sécurité toujours, c'est important, les 24 mots, donc ça fait partie de la blockchain. Il va falloir trouver des moyens pour que les gens soient fiables. Et ça y est, la technologie avec Ethereum commence à évoluer et d'offrir des solutions simples de backup. Et puis, sur également la partie expérience entreprise,
car dans une entreprise, c'est ni plus ni moins que des individus. Et je pense que j'ai vécu dans ma carrière l'adoption du cloud. C'est exactement la même chose. Il faut d'abord éduquer, faire comprendre, et puis ça viendra enfin, j'ai envie de dire, par un changement de génération. Vous savez, quand vous avez des organisations où vous avez des leaders qui arrivent en fin de carrière, forcément l'innovation fait un peu peur. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup un contexte économique, un contexte social qui fait que l'innovation passe en général en second rang. Et donc il va falloir aussi qu'il y ait un changement de génération. Et pour illustrer ça, pensez à comment Internet a fait son boom. Encore une fois, au début, c'était, excusez-moi, mais du porn, du journalisme, des étudiants. Petit à petit, on a commencé à rentrer le e-commerce. Et sur la blockchain, ça va être pareil, c'est avec des scénarios. J'en ai un en tête, puisque j'ai eu la chance de travailler dans le milieu gaming. Le game, on a tué, avec la dématérialisation du jeu vidéo, le second marché. C'est-à-dire que les gamers, d'un seul coup, levaient de bouclier. Qu'est-ce que je faisais de mon CD? Je ne le revends plus. Bah, maintenant, avec la blockchain, on revient de la tokenisation et le gamer va pouvoir être honneur de son investissement dans un jeu. Et vous allez pouvoir refaire réapparaître cette notion de marché secondaire, revendre son joueur avec lequel on a joué. Donc tout ça, c'est en cours. Et ces scénarios-là vont permettre de créer l'adoption. Certainement, tout le monde n'a pas 50 ans quand on joue. Donc en fait, il va falloir viser les autres générations. Mais voilà, c'est ça l'innovation, ça prend du temps. J'ai pas grand-chose à ajouter, je suis complètement d'accord. J'insisterai peut-être juste sur le point de l'éducation. Je trouve qu'en tant qu'industrie, et pourtant, moi la première et la plupart des gens avec qui j'interagis dans l'écosystème font des efforts pour participer à des événements, faire des panels, faire de l'éducation. Moi, le nombre de présentations petit déjeuner que j'ai fait avec des banques privées, avec des gens plutôt de la vieille école. Mais je trouve qu'en tant qu'industrie, on a un problème d'éducation. On a un problème de marketing. Alors, je ne sais pas si c'est marketing ou éducation, mais il y a encore trop. Et pourtant, aujourd'hui, les moyens de s'éduquer sur la crypto sont quand même vraiment là. Contrairement à il y a 10 ans où il n'y avait rien, aujourd'hui, n'importe quelle personne, quand même, qui a envie et qui est intelligent peut passer une journée complète sur Internet et s'éduquer, franchement, et comprendre pourquoi c'est génial. Et malgré tout, on se retrouve encore en face de gens qui disent l'argent du terrorisme, etc. Alors que franchement, on a dépassé ce narratif complètement. Donc pour moi, il y a un vrai problème d'éducation et de marketing. C'est parfois un peu perçu négativement, mais c'est vraiment ça. C'est en fait comment est-ce qu'on présente l'industrie et comment est-ce qu'on explique à quel point cette technologie-là est révolutionnaire. Le problème, c'est que comme les nouvelles technologies, il y a des abus. C'est souvent des choses qui sont évidemment reprises par les médias et la partie la plus médiatique, c'est souvent pas la meilleure partie. Comme la partie la plus intéressante, c'est la partie technique, ben, ça intéresse moins les médias, souvent, malheureusement. Et on souffre, c'est pas vrai? Ils comprennent rien. Ah, ouais, alors j'allais dire, j'allais le dire différemment, un peu plus politiquement correct, c'est on souffre en tant qu'industrie d'un biais technologique qui est ceux qui comprennent à quel point c'est fascinant. Souvent pour eux, c'est tellement évident qu'ils pensent pas à l'expliquer simplement. Je trouve que la blockchain c'est extraordinaire. Je pourrais le résumer en 2 phrases. En disant que pour moi, c'est un triptyque. En fait, il y a 3 choses. Et si on enlève un seul de ces 3 trucs, c'est plus une blockchain. C'est une base de données qui est maintenue par un réseau. Et ce réseau, il bosse parce qu'il reçoit des unités de compte en compensation. Donc, en fait, c'est une base de données. Ça, tout le monde sait ce que c'est qu'une base de données aujourd'hui. Mais cette base de données, au lieu d'être maintenue par quelqu'un qui maintient la base de données, bah, c'est maintenu par un réseau. Sauf que le réseau, pour qu'il bosse, il faut le payer. Et comment on le paye? Avec de la crypto. Donc, en fait, mais cette explication qui est pourtant en fait assez basique, il n'y a pas un média qui s'amuse à expliquer ça, ou qui fait un papier sur, en fait, les gars, c'est quoi la blockchain? Non, c'est Bitcoin, ça consomme trop d'électricité, FTX, ils ont perdu des milliards, etc. Et c'est un peu dommage. Et ça, je ne sais pas comment nous, en tant qu'industrie, à part faire ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire être le plus vocaux possible à propos de ça, on peut essayer d'avoir une approche qui est vraiment une approche presque de lobbyiste pour convey ce qui est génial dans cette technologie, quoi. L'éducation, clairement, sera primordiale pour l'adoption de masse. Il y a un autre sujet aussi dont on entend beaucoup parler, c'est tout ce qui est régulation. En 2 mots, quelle est la place, selon vous, des régulateurs dans justement cette adoption de masse et cette démocratisation? Je crois que c'est pour moi. Là. En tant que CTO, je ne suis pas forcément le meilleur à répondre chez CoinHouse, mais j'ai quand même pas mal de choses à dire. C'est primordial. Le premier mot, c'est primordial parce que, on l'a vu encore l'année dernière, la crypto, ça reste encore beaucoup le Far West. Et nous 3, en fait, on est un peu les fabricants de pelles. Donc on est vraiment dans ce mode-là. Et à un moment donné, il faut organiser un peu les choses. Si on regarde en fait les exchanges qu'on utilise actuellement dans le monde de la crypto, si on veut faire un parallèle par rapport au monde de la finance traditionnelle, c'est pas du tout la même chose en fait. Binance et autres, ce sont des exchanges privés, donc qui décident ou pas de montrer ce qu'ils ont envie de montrer. Donc ça pose quand même quelques petits problèmes. Et en termes de régulation, du coup,
La technologie fait très peur, comme disait Ambre. Elle va aussi très très vite. Donc pour le régulateur qui a quand même besoin toujours, et c'est normal, de pouvoir se poser, de comprendre, étudier, anticiper, il y a une décorrélation de temps. Et c'est là que c'est ça qui pose problème. Et du coup, des fois, le régulateur décide de vouloir essayer de rattraper un petit peu le temps et peut par moment faire des erreurs en bloquant un peu certaines parties du marché. En l'occurrence, en France, on n'est pas les mieux lotis dans ce sens-là. C'est qu'on a un très bon régulateur, mais qui par moment va freiner certaines parties alors qu'on a besoin vraiment d'innover. Là, il faudrait plutôt contrôler des aspects assez terre-à-terre pour pouvoir être mieux encadrés. Mais clairement, je parlais tout à l'heure d'un nouvel agrément qui vient de sortir auprès de l'autorité des marchés financiers. Il y a le règlement MiCA qui est en train de sortir en Europe, qui va réglementer et qui va permettre finalement à tout l'écosystème européen d'être au même niveau de régulation sur les différents pays. Et il y a pas mal aussi de choses qui vont encore arriver, surtout au sujet de la cybersécurité, justement pour éviter qu'il y ait des problèmes de hack, non pas du protocole, parce qu'en fait les différents protocoles sont quand même généralement très sûrs. Hein. Et pour preuve, c'est que autant une plateforme qui va travailler sur la blockchain, elle peut se faire OK, autant on ne va jamais hacker la blockchain, parce que si on fait ça, par essence, on va faire tomber toute la valeur de la blockchain, donc il n'y a pas d'intérêt. Mais du coup, voilà, il y a vraiment cette partie-là qu'il faut adresser pour mieux encadrer les choses, fondamentalement. Il nous reste 4 minutes. Du coup, on parle beaucoup de communauté Web3. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous, vos entreprises, comment vous contribuez justement au développement de la Web3 en général? Alors nous, Ledger, en tant qu'acteur technologique, on n'a pas réinventé toujours la roue. Hein. On va utiliser des recettes qui fonctionnent très bien. On va déjà se concentrer sur les développeurs. Les développeurs sont critiques, c'est important, c'est une large communauté. Donc on a une équipe dédiée, on a des programmes, on est très structuré, organisé pour toucher cette communauté de développeurs, puisqu'on fournit une plateforme open source. Les gens peuvent développer les applications qui vont être sur notre produit. Pour rejoindre l'adoption, en fait, vous savez, quand vous démarrez sur du stack très infra, l'adoption viendra aussi par des scénarios et des applications qui vont remplacer des services qui seront un peu plus compréhensibles. Donc ça, nous, on fait un gros investissement sur les développeurs et les développeurs nous le rendent bien. C'est quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire, que j'ai vécu dans d'autres organisations technologiques. Et puis ensuite, sur la communauté, après, on va avoir des communautés par industrie. Par exemple, on a récemment investi massivement avec les artistes sur le monde du NFT, puisque c'est une nouvelle catégorie d'artistes. Vous avez également des musées. Il faut comprendre, c'est un scénario que je trouve passionnant, avec une société française encore qui s'appelle La Collection. C'est intéressant de voir que les musées peuvent d'un seul coup trouver une technologie qui permette de sortir des caves, des œuvres de manière digitale. Et donc, je trouve ça passionnant d'un point de vue culturel de pouvoir avoir accès à de l'art qu'on n'avait pas l'occasion de voir. Et puis, on va après avoir des communautés par verticaux et on va essayer de se concentrer, type le gaming, pareil, c'est d'autres besoins. Et systématiquement, on va essayer de construire ces communautés et de fédérer les communautés autour des scénarios et surtout toutes ces pépites de start-up qui ont bien compris que c'était une énorme vague d'innovation qu'il faut essayer de fédérer. Donc c'est pour ça que nous, on est très open source et on va fournir tous les outils pour que les gens puissent construire sur des stacks de sécurisation. Nous, sur un angle peut-être un petit peu différent, on essaye d'être impliqué dans toutes les... Enfin, on fait partie d'énormément d'associations, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France en particulier, etc., autour du développement de l'écosystème. On fait beaucoup d'éducation, on fait beaucoup de panels, on essaye de participer. J'ai pas mal de gens de Kaiko qui donnent des cours, qui enseignent. Donc c'est notre manière un peu de faire grandir l'écosystème. On est impliqué et on organise un événement qui est vraiment dédié aux startups qui veulent lever des fonds dans la crypto autour de HCC, qui est une grosse conférence qui a lieu cet été, où on organise le track VC. Donc nous, on essaye de s'impliquer autant dans l'écosystème des startups et de les aider à accéder au capital que dans la partie tout simplement développement de l'écosystème, sachant que tout ce qu'on fait par rapport aux startups, c'est un petit peu plus pro bono, puisque notre cœur de métier, c'est vraiment les institutionnels. Mais on travaille avec les régulateurs, on travaille avec les banques, et en faisant ça, en fait, on aide à l'institutionnalisation et la croissance de l'écosystème aussi. En fait, c'est un peu tous les deux la même chose. Bien évidemment, comme les équipes techniques sont en interne, et il y en a quelques-uns qui sont ici, c'est quand même un événement qui leur est quand même dédié à l'AWS Summit. Donc effectivement, on est vraiment présent sur cette partie-là. D'ailleurs, on voit, il y a eu un virage depuis début 2022. Tous les développeurs se sont tous rués sur le Web3. C'est quand même assez impressionnant. Donc nous, on est ravis, hein, parce que c'est quand même un marché, la tech, qui est compliqué sur le recrutement. Donc du coup, on arrive, tant bien que mal, mais on arrive quand même à recruter sur cette partie-là. Et puis nous, au niveau de CoinHouse, on participe bien sûr, comme toi, au niveau des formations. On a le directeur scientifique de CoinHouse
qui est aussi un des cofondateurs de CoinHouse et qui a participé à la création de Ledger, Manuel Valente, qui fait des formations à Polytechnique, qui forme aussi beaucoup de gens dans l'écosystème à la fois financier, mais dans des très grandes entreprises au niveau des COMEX, pour justement venir s'acculturer sur le Web3 et la crypto. Et puis on participe parce qu'on a un vrai devoir d'évangélisation et de pédagogie sur qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto, comment on sécurise ses assets, comment on travaille avec la crypto. Voilà, tous ces usages-là qu'on essaye de démontrer, soit à travers des publications qu'on fait, soit dans les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de façons de faire. Parfait, nous arrivons au bout des 30 minutes. Merci à vous trois et veuillez rester pour le panel suivant qui concerne une autre révolution, l'intelligence artificielle. Merci. Merci.